Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de votre émission RTF. Aujourd'hui, c'est la dernière partie de notre discussion et interview avec Chantal Cheng, professeure, ethno-historienne et spécialiste de Taïwan. Je vous le rappelle, ses recherches ont commencé en 1972, ça fait donc plus de 50 ans que cette chercheuse étudie Taïwan. Elle a fait surtout commencer à une époque où Taïwan était encore gouverné par Chiang Kai-shek, bien avant la démocratisation. Beaucoup de choses à apprendre. Pour rappel, nous avions évoqué son penchant pour les peuples austronésiens, mais aussi le patrimoine ou encore le cimetière français de Taïwan qui se trouve au nord du pays. Aujourd'hui, c'est la dernière partie où elle va parler un petit peu de recul et en quoi c'est intéressant d'étudier Taïwan aujourd'hui pour un jeune chercheur. On va commencer tout de suite l'interview. Bon, on a déjà beaucoup parlé, puis mon émission normalement ne dure pas beaucoup plus longtemps, mais j'ai encore plein de questions à vous demander, mais il y en a certaines qui me paraissent beaucoup plus importantes. C'est que vous avez un recul aussi sur le travail, sur la recherche sur Taïwan quand même depuis un certain moment. Et là, Taïwan aujourd'hui, c'est un sujet à la mode, on en a un tout petit peu parlé avant de commencer à discuter. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que ça a toujours été facile de parler de Taïwan et notamment de parler des recherches, par exemple, que vous faites sur Taïwan, qui sont, à mon sens, passionnantes quand on voit ces recherches sur des histoires comme le cimetière français ou le patrimoine, l'identité, les peuples austronésiens. C'est des sujets qui, peut-être, qu'ils vont devenir un peu encore plus à la mode vu la situation de Taïwan. Est-ce que ça a toujours été simple de parler de Taïwan ? Non. Maintenant, c'est très bien. Il y a un nombre de doctorants incalculable. J'ai tout le temps des demandes d'étudiants pour diriger, mais je ne peux plus. Moi, je suis maintenant à la retraite. Mais c'est énormément un énorme engouement, notamment d'étudiants doctorants d'origine taïwanaise qui viennent faire leur thèse en France. Et puis, du côté donc des étudiants français, il y a quand même pas mal de choses parce que, bon, j'ai été sollicitée jusqu'à récemment dans des jurys de thèse. Donc, c'est sûr que l'engouement est lié. Après, c'est vrai qu'il fallait aussi faire connaître. Et il y a combien, 30 ans ? Oui, à peu près. Quand j'ai voulu créer un cours sur l'histoire de Taïwan, j'ai des collègues dans mon département d'études chinoises d'Aix-Marseille Université qui ne voulaient pas. Il a fallu se battre pour pouvoir imposer mon cours sur Taïwan. C'était quand même un monde. Donc, je faisais un cours sur la Chine et puis je faisais un cours spécifique sur l'histoire de Taïwan, des origines à nos jours. Justifié par quoi ? Pas rien. Bon, la personne en question, je l'ai quand même fait, n'est plus de ce monde de nos jours, donc on peut passer là-dessus, mais j'ai tenu bon, puis je l'ai fait. Et après, ça générait des générations d'étudiants qui faisaient des masters, puis qui après voulaient faire des thèses. Oui, mais maintenant, il n'y a plus de cours. Après, on a voulu reprendre mon cours. Bon. Après, on sent quand même encore aujourd'hui, moi je le vois avec justement comme vous disiez, soit des étudiants taïwanais qui viennent en France, ou soit des Français qui s'intéressent aussi beaucoup à Taïwan. Il y a quand même pas mal de jeunes chercheurs qui s'intéressent à ça. Pas de souci. Moi j'en ai rencontré beaucoup à Taïwan. Et en général, ils viennent me voir, ils me disent qu'ils ont lu mes bouquins, tout ça. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes. Et je trouve plus important encore, je vais vous dire, qu'il y ait une génération de jeunes doctorants taïwanais qui s'intéressent à l'origine, plutôt qu'une génération d'étudiants français qui après va peut-être finir dans la boulangerie ou je ne sais pas où, après la thèse, parce que maintenant c'est pas évident. Je trouve ça très important parce qu'à l'époque où j'ai débuté, je me suis présentée à l'Academia Sinica, j'ai été reçue par un ethnologue qui s'appelait Shelley, qui était très très bien et qui avait, c'était un ethnologue d'origine continentale, il avait travaillé en Chine sur des populations je ne sais plus sur lesquels, du sud-ouest, je crois, peut-être les Hua. Et arrivé à Taïwan, il se cherchait un terrain, donc il a fait 1 ou 2 missions, puis il s'est arrêté, il n'est pas allé plus loin. Alors, il a été très, très gentil, et j'aimais bien ce contact avec lui. Et c'est lui qui m'a donné un petit peu des conseils pour aborder les populations austronésiennes. Mais il était le seul. Après, une jeune ethnologue qui avait, elle allait le matin en taxi, au bord du village, enfin au pied du village, et puis après elle repartait le soir. Et elle m'avait juste dit un jour, faites attention, enfin elle m'avait donné aucun conseil intéressant comme l'autre ethnologue, mais elle m'avait dit, écoutez, faites attention, des fois le terrain est glissant. Bon, alors je suis partie avec ce conseil, attention, le terrain est glissant, mais il y avait strictement personne à l'Academia qui travaillait sur eux. Donc ça, c'est sûr que là, j'étais vraiment la première. Et aucun historien est dans la boutique, le service des publications de l'Academia, rien sur Taïwan. C'était uniquement sur la Chine. Donc ça, c'était dans les années 80.
Et donc vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé tout de suite parce que j'avais demandé à justement des jeunes chercheurs taïwanais qui sont venus en France pour étudier Taïwan. Et ça je trouve qu'aussi ce parallèle-là et ce lien-là, il m'intéresse beaucoup parce que venir en France pour étudier son propre pays, je trouve ça très intéressant. Et est-ce que vous qui avez un peu plus de recul, quel intérêt ça peut avoir justement pour un Taïwanais de faire ça? Pas de chiffres. Est-ce qu'il y a moins d'étudiants, de doctorants taïwanais qui vont en Allemagne étudier Taïwan ou en Espagne? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous savez, les étudiants taïwanais... Qu'est-ce que ça peut leur apporter de venir ici la Sorbonne. Parce que c'était jamais chez nous, hein. Ouais. C'était toujours à la Sorbonne. La Sorbonne, le prestige de la Sorbonne. Des méthodes de travail aussi? Non. Le prestige pour eux, comme ça, c'est peut-être plus simple aussi. Le prestige de l'institution, je pense, principalement. Après, bon, ils avaient un directeur souvent qui n'avait strictement aucun rapport avec Taïwan, mais qui se débrouillait pour dire à l'étudiant, bon, bah, allez voir un tel, lui, il est peut-être spécialiste. C'est comme ça que moi, j'entrais en contact avec eux. Et puis après, évidemment, je participais à leur jury de thèse. Mais moi, je dirais que c'est plutôt le prestige de l'institution. Maintenant, il faudrait faire l'enquête. Moi, il y en a certains qui m'ont dit une chose, c'est que c'était aussi pour eux parfois plus simple de traiter certains sujets avec des angles différents pour sortir peut-être du cadre ou de la vision taïwanaise justement pour voir leur histoire sous un autre angle. En Espagne, ils auraient pu le faire aussi bien. Aux États-Unis aussi, ou en Allemagne, ou en Angleterre. Donc la France, ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, le fait de partir à l'étranger, de toute façon, ça permet après, ça. Dites-vous une chose aussi, c'est que l'inscription est beaucoup plus facile en France que dans ces pays-là. Hein, bon, ceci explique cela aussi. Puis en Angleterre, ça vous coûte bien cher. Hein, d'accord, donc voilà, l'une ou l'autre de ces raisons explique. Après, je ne pense pas qu'ils aient eu, comme ça, dans la pensée, l'idée qu'ils étaient mieux formés ici. Non, certainement pas, parce que les profs ne s'occupent pas de leurs étudiants en France. Hein. En tout cas, merci. Merci beaucoup de tout ça. On va conclure sur ces mots. Merci beaucoup Chantal Jung de nous avoir parlé de votre parcours, on a juste évoqué, on a survolé l'étendue de vos recherches. Mais en tout cas, je mettrai, là je ferai le montage après, mais je mettrai des liens vers certaines de vos recherches, certains livres qu'on peut peut-être encore commander éventuellement. Et alors pour terminer, est-ce que selon vous, c'est pour des jeunes chercheurs français peut-être, est-ce que c'est quand même intéressant d'aller aujourd'hui partir étudier le cas taïwanais? Oui, la majorité y vont. Enfin, je parle du département d'études chinoises de mon université. Il y a quasiment 80% des étudiants qui vont à Taïwan et plus en Chine. La Chine est de moins en moins populaire, hein, c'est le cas de le dire. Et puis bon, c'est vrai que le Covid y est pour quelque chose, mais pas uniquement. Depuis plusieurs années, la Chine était beaucoup moins populaire, beaucoup moins attractive pour les étudiants. Qui trouvaient qu'ils étaient mieux accueillis à Taïwan, qu'ils étaient, je sais pas, qu'ils travaillaient dans un contexte de liberté. Ça a basculé, je dirais, il y a peut-être une dizaine d'années, mais vraiment de manière spectaculaire. Mes collègues me disent que maintenant, tout le monde va à Taïwan. D'accord. On a plusieurs accords avec différentes institutions, ils vont à Taïwan. Moi, ça va me faire beaucoup de personnes à rencontrer dans le cadre d'émissions. Oui. Oui, il y en a. Merci beaucoup, Chantal. Je vous en prie, merci d'avoir écouté. Merci auditeurs et auditrices d'avoir suivi cette interview avec la chercheuse et professeure Chantal Jung. Alors forcément pour terminer cette émission, je voudrais juste évoquer quelques articles ou quelques ouvrages qu'elle a écrits. Effectivement, les chercheurs ont souvent cette qualité de pouvoir publier régulièrement des travaux et c'est toujours intéressant aussi de s'intéresser du coup à ces travaux. C'est peut-être plus accessible qu'une interview, c'est aussi si vous voulez aller un peu plus loin. Alors, pour des choses accessibles, la chercheuse avait par exemple publié des articles dans la revue Historia, vous savez, cette grande revue historique d'histoire, justement. Alors, pour revenir sur la deuxième partie de l'interview avec elle, elle avait par exemple écrit un article qui s'appelle « Architecture, l'empreinte nippone ». Et justement, dans cet article, elle revient sur les constructions réalisées à Taïwan par les Japonais et sur la modernisation que cela a entraîné dans l'architecture. Bien avant la Chine continentale. Donc Taïwan avait pris de l'avance dans la construction avec cette période de colonisation. Elle revient à ça, bien entendu, de manière mesurée et contextualisée. Autre article aussi dans la revue Historia, elle avait écrit sur Liu Mingchuan, la force tranquille face aux Français, et elle explique dans cet article comment Taïwan s'est retrouvé au cœur d'un imbroglio diplomatico-militaro-politique à partir de l'été 1884. Alors si vous avez écouté les interviews en entier, eh bien ça va vous faire penser au cimetière français à Taïwan, effectivement, c'est en parallèle de la guerre franco-chinoise, pardon, et donc cet article vous permettra peut-être de comprendre un peu ce qui s'est passé
passé avec l'amiral Courbet et ce genre de choses. Alors, pour aller un peu plus loin, et bien forcément, la chercheuse a publié des ouvrages, on peut en citer plusieurs. Je pense que l'un qu'on pourrait lire assez facilement s'appelle « Les Européens aux portes de la Chine, l'exemple de Formose au XIXe siècle ». Eh bien, si vous vous intéressez à cette partie de l'histoire, ça peut aussi être intéressant de voir justement comment les pays européens et les puissances européennes de l'époque ont vécu ou comment ont fait du commerce ou comment ont eu une influence notamment à Taïwan à cette époque. Ça permet aussi d'apprendre une partie de l'histoire qu'on n'apprend peut-être pas chez nous à l'école. Autre chose intéressante aussi, bon, vous savez ici on adore ça, son ouvrage Taïwan, les enjeux du patrimoine et de la mémoire. Je pense que si vous vous intéressez un minimum à l'architecture et à l'urbanisme taïwanais, c'est un ouvrage très accessible et très intéressant dans ce domaine qui vous permettra d'en apprendre forcément plus et peut-être de comprendre aussi le rapport à l'architecture et au patrimoine aujourd'hui à Taïwan. Merci auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode de RTF jusqu'à la fin. C'était Clément Tricot. Comme d'habitude, vous le savez, je vous invite à vous rendre sur la page de cette émission pour retrouver des liens vers notre invité. Je vous invite aussi à vous abonner au podcast et pourquoi pas, sait-on jamais, à vous abonner à mes réseaux sociaux. Ça fait toujours du bien d'être soutenu dans son travail. Moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.